Bonjour Delphine Batho. Bonjour. Merci beaucoup d'être ce matin sur LCI. Vous êtes députée, ancienne ministre de François Hollande, arrivée 3e à la primaire d'Europe Écologie Les Verts et aujourd'hui porte-parole de Yannick Jadot. Difficile pour lui de se faire entendre, franchement, manifestement. Comment faire mieux Du coup, conséquence directe ou pas, il baisse dans les sondages. L'union est un combat perdu, semble-t-il, à gauche. De tout cela, on va parler dans quelques instants avec vous, Delphine Batho. Mais les Français ont la tête dans le Covid, si vous me permettez l'expression, à quelques jours de Noël. Omicron perturbe nos vies. Le gouvernement a décidé hier d'accélérer la cadence en ce qui concerne l'examen du texte sur le pass vaccinal. D'abord sur le rythme, est-ce qu'il a raison d'aller plus vite que prévu ? Oui, on peut même se poser la question depuis quelques jours, depuis qu'on a vu la situation avec Omicron au Royaume-Uni. Et il est clair que la France suit à peu près le même chemin avec 15 jours, 3 semaines d'écart. C'est ce que dit le Conseil scientifique, dont je veux relayer les messages. Vaccinez-vous, vaccinez-vous, testez-vous. C'est sérieux, c'est un tsunami. On est dans une situation critique du point de vue des hôpitaux. On a sur le terrain moins de personnel qu'au moment de la première vague parce que les soignantes et les soignants sont épuisés. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe dans votre circonscription ? Par exemple, comment vous faites, puisqu'il y a moins de personnel et c'est à peu près partout, hein, personne ne déborde. On a eu des départs en fait, de personnel des hôpitaux, on a des situations de burn-out. Donc on a potentiellement moins de lits en réanimation que ce qu'on pouvait avoir au moment de la première vague et au moment où on avait armé des lits supplémentaires. Ce n'est pas un problème de place, c'est un problème de personnel. On a une situation aujourd'hui critique dans des EHPAD de ma circonscription où on n'a plus d'infirmières. Zéro infirmière. Zéro infirmière. On fait avec des bouts de briques et de brocs, de l'intérim. On envoie donc les pompiers intervenir dans les EHPAD pour faire, par exemple, à des personnes des piqûres d'insuline, enfin des soins, j'allais dire, habituels. Presque quotidien. On a du personnel qui est mobilisé sur les centres de vaccination et je remercie tous les bénévoles en France qui travaillent en ce moment même dans les centres de vaccination. Il n'y a pas que des personnels soignants volontaires, il y a aussi plein de personnes qui sont bénévoles et bravo à elles. Voilà ce qui montre ce qu'est aussi l'engagement dans notre pays. Mais en fait, on passe notre temps, si vous voulez, à prendre du monde sur les centres de vaccination qui, du coup, n'est pas dans les EHPAD. Par exemple, etc. les pompiers, vous en parliez. Quand ils vont faire la piqûre d'insuline, mais quand ils vont faire la piqûre d'insuline, ils ne sont pas en train de vacciner. Les pompiers, heureusement qu'ils sont là. Et heureusement qu'en France, il y a ce que l'Europe veut remettre en cause, vous savez, c'est-à-dire le volontariat et des milliers de pompiers volontaires dans notre pays qui sont mobilisés dans la situation sanitaire. Donc, évidemment, il faut protéger l'hôpital par la vaccination. Est-ce que vous voterez en tant que député le texte sur le pass vaccinal ? J'attends de connaître le texte du projet de loi lundi prochain en Conseil des ministres. Et ce que je constate, c'est que ce pass vaccinal n'est pas dans les recommandations du Conseil scientifique ni dans les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Les écologistes, depuis le début de la pandémie, ont un principe extrêmement simple, qui est que les décisions soient basées sur les recommandations des scientifiques. Et en fait, il y a un débat entre scientifiques sur ce pass vaccinal. Pourquoi ? Parce qu'il y a la crainte que la nature de ce dispositif soit contre-productive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on doit convaincre des personnes qui sont récalcitrantes. On voit que quand les gens, par exemple, ont un entretien de 20 minutes avec un médecin, eh bien, ils changent d'avis sur la vaccination, celles et ceux qui, jusqu'ici, n'ont pas voulu se faire vacciner. On a un enjeu aussi à déployer la vaccination auprès des personnes dans les petits villages, dans un certain nombre de quartiers. Le Premier ministre a dit qu'il ouvrait 2 millions de rendez-vous de vaccination d'ici la fin de l'année. Je reviens au pass vaccinal. Le but, c'est peut-être de convaincre, mais c'est surtout de protéger ceux qui sont vaccinés. C'est ça le but du pass vaccinal, c'est de mettre effectivement la pression sur les non-vaccinés, mais de protéger aussi ceux qui sont vaccinés, qui ont fait cet effort massivement. Les Français sont allés se faire vacciner. Alors, j'entends ce raisonnement et je suis pour la vaccination massive de tout le monde. Dans cette logique, le pass vaccinal, qu'est-ce qui vous gêne ? Ce qui me gêne, c'est qu'il n'est pas dans les recommandations du Conseil scientifique. Et qu'il est... on a un enjeu, en fait, d'adhésion des citoyennes et des citoyens aux mesures qui sont prises. Mais parfois, le gouvernement s'est affranchi des décisions du Conseil scientifique. On l'a vu. Ce n'est pas des décisions du Conseil scientifique, ce sont des recommandations. Le gouvernement, Emmanuel Macron, parfois s'est affranchi, en effet. Moi, je crois qu'on est plus fort. Et vous dites qu'il n'a plus le droit. On est plus fort
dans la pandémie si on est dans une logique de mobilisation générale qui suit les recommandations du Conseil scientifique et qui organise une concorde nationale démocratique autour de ce que préconise la communauté scientifique. Mais pour être clair, Delphine Batho, si le Conseil scientifique, d'ici le vote en janvier, n'a pas dit OK pour ce passe vaccinal, vous ne voterez pas. C'est votre J'attends de voir le projet de loi. Je suis députée. J'ai un mandat parlementaire et j'ai une règle dans les débats. Je veux vous prendre un exemple. Hier, il était question de mettre le pass vaccinal ou le pass sanitaire dans les entreprises. Ce matin, il n'en est plus question. Donc j'attends de voir le texte. Et moi, je ne préjuge pas, je me prononce sur la base d'un projet de loi. Donc pour l'instant, vous dites joker. Je ne donne pas ma voix. Pas de joker. Je constate que ce n'est pas les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et j'attends de voir le projet de loi. On sent bien que d'autres mesures peuvent aussi intervenir avant le 31. Il va y avoir un conseil des ministres extraordinaire pour le pass vaccinal, mais peut-être aussi pour resserrer encore la vis. Est-ce que vous seriez favorable à, par exemple, un couvre-feu le 31 décembre ? Bien, en tout cas, il est pour le coup dans les recommandations du Conseil scientifique. En tout cas, cette notion de faire très attention au réveillon et au 31 décembre. Et surtout, il y a aujourd'hui dans notre pays un problème immédiat. Le problème immédiat, c'est la pénurie d'autotests. C'est le fait qu'on n'a pas organisé dans notre pays un stock stratégique d'autotests. Il y a beaucoup de ruptures de stock dans les pharmacies. Partout. Vous pouvez prendre Mail dans les Deux-Sèvres où dès lundi, il n'y avait plus d'autotests et où il n'y en aura pas avant demain jeudi. Donc, ce n'est pas normal qu'on ait encore cette problématique des ruptures de chaînes d'approvisionnement sur des produits qui sont essentiels. Le gouvernement. Oui, il doit prendre des mesures pour mettre fin à la pénurie de tests et les tests doivent être gratuits. Regardez ce que fait Biden aux États-Unis qui vient de déployer 500 millions de tests pour les Américains. Et vraiment, j'insiste sur ce message, c'est et le vaccin et les tests. Le vaccin protège... Les autotests doivent être gratuits à la pharmacie. Les autotests doivent être gratuits parce que c'est eux et le vaccin et le test. Le vaccin protège des formes graves et donc aide à la situation du système de santé, du système hospitalier, évite des morts. Les tests évitent de transmettre parce qu'on peut, dès lors qu'on voit qu'on est positif, s'auto-confiner. Quand vous entendez des responsables politiques, présents ou passés, qui disent le vaccin, ça ne marche pas ? Qui a dit ça ? Philippe de Villiers. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on fasse de la politique politicienne. Ce qui me choque, c'est que l'on fasse de la politique politicienne avec la pandémie. Ce qui me choque, c'est de voir effectivement des candidats à l'élection présidentielle courir après les antivax. Nous avons, les écologistes, un principe. Si vous voulez, sur la bataille du climat, nous passons notre temps à dire écoutez les scientifiques, écoutons les scientifiques. Eh bien, pour la pandémie, c'est pareil. Écoutons les scientifiques et heureusement qu'on a un vaccin. Pas facile de se projeter. Est-ce que vous craignez des conséquences sur l'élection présidentielle ? Le porte-parole, Gabriel Attal, hier, l'a complètement écarté. Alors, sur la tenue, d'abord, du scrutin, il a dit c'est pas sur la table, c'est pas sous la table, c'est pas dans le placard à balai à côté de la table. On n'y touchera pas. Vous ne craignez rien là-dessus ? La démocratie ne peut pas être mise entre parenthèses. Et au contraire, en fait, ce qui doit être un des enjeux de cette élection présidentielle, c'est les leçons que la France doit tirer de cette pandémie pour ses services publics, pour sa dépendance à l'échelle et sa vulnérabilité dans sa dépendance, sa délocalisation de l'économie et des chaînes de production par rapport à d'autres menaces, notamment celle du réchauffement climatique et de l'effondrement du vivant. Voilà ce qui doit être au centre du débat démocratique. Mais les Français vont peut-être être retardés, si je puis dire, dans leur implication, dans leur intérêt à cause de la gestion du Covid. Oui. Par exemple, parler du réchauffement climatique, ce n'est pas du tout dans les préoccupations immédiates. Alors ça, je suis en total désaccord avec ce que dans l'esprit des Français. Vous n'avez pas peur que ça passe à la... C'est totalement présent dans l'esprit des Français. Vous avez aujourd'hui, y compris dans les sondages, vous avez aujourd'hui 2/3 des jeunes qui sont en situation d'éco-anxiété. L'été qui s'est passé avec les inondations en Allemagne, en Belgique, les dômes de chaleur au Canada, le fait qu'on ait mis des humains dans des salles de refroidissement, les incendies qu'il y a eu tout autour de la Méditerranée, par exemple en Grèce, en Algérie, en Turquie, c'est totalement présent à l'esprit des Françaises et des Français. C'est pas incompatible avec le fait que
Même si c'est occulté dans la campagne présidentielle. La vraie anomalie, c'est que ce soit occulté dans la campagne présidentielle. C'est que le président de la République ait fait 2 heures d'émission la semaine dernière où il n'a pas une fois prononcé le mot climat. L'anomalie, elle est là. Elle n'est pas dans les préoccupations des gens. Delphine Batho, Yannick Jadot est très faible dans les sondages. Il est encore baissé dans les sondages hier soir. Là aussi, il a perdu 2 points, il est à 5%. Donc depuis la primaire, il ne décolle pas et maintenant il semble baisser. C'est de la faute des autres ? D'abord, nous sommes extrêmement sereins. Les sondages, donc on voit bien qu'il y a de plus en plus de sondages qui visent à dicter le tempo médiatique. Les sondages, de façon récurrente, sous-estiment le vote écologiste. Moi, ce que je constate, je n'ai pas du tout la même lecture de vous, c'est qu'il y a une force politique nouvelle qui est en train de s'installer dans le paysage en France, qui s'appelle l'écologie. Parce que même les chiffres que vous avez donnés, ou les sondages qui nous mettent à 8 ou 10%, comme une autre enquête qui a été publiée ce matin, jamais l'écologie en France n'a eu un socle aussi stable. Oui, mais elle ne profite pas au candidat Yannick Jadot. Attendez, la campagne n'a pas... Elle n'a pas commencé la campagne ? Non. Vous venez de dire vous-même que les Françaises et Français n'ont pas encore l'esprit à la campagne présidentielle. Ils l'auront très tardivement, peut-être. C'est ça que Ils l'auront probablement tardivement. Et ce qui compte, c'est le résultat le 10 avril. Ce n'est pas les sondages. Donc pour vous, il n'y a pas de faiblesse du candidat Yannick Jadot pour l'instant. Il y a la nécessité. Il y a une déception. Il y a quand même une déception par rapport à vos ambitions initiales. Vous pensiez être plus haut, pardon. Non, ce qui se passe, de... Elisabeth Martichoux, c'est qu'il y a dans le débat tel qu'il se structure depuis quelques semaines, une occultation totale des enjeux écologiques. Par le président de la République, par les autres candidats qui essayent d'emmener le débat sur des préoccupations qui ne sont pas celles des Françaises et des Français. Mais pourquoi votre candidat n'arrive pas à se faire entendre ? Vous dites que ce sont les candidats qui imposent leur thème. Eh bien, posez-moi des questions sur son... Posez-moi des questions. Je vous ai répondu et j'aimerais que la candidature de Yannick Jadot soit traitée sur le fond. Parce que vous voyez, quand on est invité, par exemple, dans des émissions de télévision, on passe notre temps à nous faire commenter soit les autres candidats, soit les sondages, et à ne pas parler de nos propositions. Tout le monde est à la même enseigne, il y en a qui percent le mur du son et d'autres moins. Alors, je réponds non pas à votre injonction, mais parce que ça nous intéresse. Parmi vos propositions, qui sont peu audibles, il y en a une qui est que Yannick Jadot promet la création d'1,5 million d'emplois. Après avoir investi 25 milliards d'euros dans la reconstruction, logement, etc., rénovation, et 25 milliards dans la rénovation des services publics, ou en tout cas l'amélioration des services publics. 1,5 million d'emplois sur 5 ans. Oui. Comment ? Mais financer comment ? Je ne comprends pas ce qui vous permet de dire que les propositions d'Yannick Jadot ne sont pas audibles. Non, mais excusez-moi, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable la façon... Elles ne sont pas dans le débat. Eh bien, parce que vous avez décidé de ne pas en parler. Mais par exemple, la semaine dernière, il a fait des propositions sur la santé au travail, qu'il est les seuls à faire. Il a proposé le revenu citoyen pour les jeunes à partir de 18 ans pour mettre fin au scandale qui est le fait que les étudiants dans notre pays fassent la queue devant l'aide alimentaire. Nous sommes la seule force politique qui va présenter un projet qui respecte le seuil de 1,5 degré maximal de réchauffement climatique et donc avec une volonté de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Et nous sommes la seule force politique qui porte des propositions à même de protéger les Françaises et les Français de l'explosion des prix de l'énergie, qui est un sujet d'actualité. C'est pas qualitatif, c'est factuel. Parlons de 1 million d'emplois créés. Comment, où, comment vous recrutez, en manque de main-d'œuvre dans le bâtiment, comment ça se passe ? Par un plan d'investissement dans les économies d'énergie, dans le secteur du bâtiment, par la transformation de notre modèle agricole pour donner à toutes les Françaises et tous les Français accès à une alimentation saine. L'agriculture biologique, comme vous le savez, crée beaucoup plus d'emplois que l'agriculture industrielle. Voilà des exemples très précis. Comment, par exemple, dans le bâtiment, dans la rénovation, c'est vrai qu'aujourd'hui, on manque de main-d'œuvre. Vous le savez. Vous le savez. Non. Alors, comment on fait ? Pardon, mais sur la rénovation des bâtiments, il y a un scandale, puisqu'en fait, aujourd'hui,
nos concitoyennes et nos concitoyens, avec l'explosion du prix du gaz, l'explosion du prix de l'électricité, payent les conséquences de l'imprévoyance et de l'inaction des gouvernements successifs qui n'ont jamais mis le paquet sur les travaux d'isolation, les travaux d'efficacité énergétique dans les logements. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences cash, avec des conséquences sociales graves, puisqu'en fait, aujourd'hui, il fait froid, il y a des gens qui ne se chauffent pas, et c'est un scandale. La prime Rénov', un grand succès? Pas du tout. Plus de 400 000 depuis Absolument le début de l'année. pas. Pas du tout. Non, c'est une fake news, le succès de la prime Rénov', puisqu'en fait, la prime Rénov' ne porte pas sur ce qu'on appelle une isolation performante, c'est-à-dire le fait dans une maison, de ne pas faire juste changer une fenêtre, l'enveloppe n'est pas assez élevée, changer toutes les fenêtres, faire l'isolation de la toiture, etc. Donc non, c'est une politique publique qui est inefficace du point de vue de son résultat en termes à la fois d'économie d'énergie et de facture pour les ménages, et donc de pouvoir de vivre pour les ménages. Parce que l'enveloppe de 3 000 € est trop peu élevé. Non, parce que le choix qui a été fait, c'est un choix de greenwashing, c'est-à-dire de faire semblant qu'on agit, ce qui est souvent la politique du gouvernement dans ce domaine, donc de pouvoir dire il y a beaucoup de MaPrimeRénov', mais MaPrimeRénov', ce ne sont pas des travaux d'efficacité énergétique qui protègent les ménages de l'explosion des factures. Christiane Taubira propose de faire l'union à gauche. Trop tard? C'est une question qui concerne... en fait, c'est un débat qui est dans la famille social-démocrate, qui est en difficulté et qui ne concerne pas les écologistes. Nous considérons que les grands enjeux du climat, du vivant, doivent être au centre de cette élection présidentielle. Nous sommes là pour les porter. Nous pensons que c'est autour de ce qui est l'affaire du siècle, qui est le plus grand défi dans l'histoire de l'humanité, que doivent se rassembler toutes celles et tous ceux qui veulent. Mais les écologistes s'adressent à tout le monde, à toutes et à tous. Sa présence permet de remettre au cœur du débat la question du nombre de candidats. J'ai toujours été pour l'union, dit Sandrine Rousseau. Ça brouille le message. D'un côté, vous dites non, nous, on n'est pas concernés par cet appel à l'union. Sandrine Rousseau, qui est arrivée en tête du premier tour de votre primaire. Pas du tout, non. Sandrine Rousseau n'est pas arrivée en tête du premier tour. Seconde, qualifiée pour le second tour. Elle dit « je suis pour l'union ». On n'est plus dans le temps du débat entre les écologistes. Nous avons eu une belle primaire. Nous avons un candidat, Yannick Jadot, et il a reçu de la primaire citoyenne des écologistes, qui a eu lieu au mois de septembre, le mandat d'être le candidat des écologistes à l'élection présidentielle. La Maison de l'écologie est ouverte. Nous sommes ouverts au rassemblement autour d'un objectif et d'un projet de société très clair, qui est qu'aujourd'hui, il faut apporter des réponses nouvelles, et l'émancipation des gens, la lutte contre les inégalités ne passe plus par le productivisme. Delphine Batho, pour finir, Olivier Véran confirme ce qui était prévu, c'est-à-dire que la vaccination des enfants, après le feu vert de toutes les institutions médicales, débute aujourd'hui, mercredi, 5-11 ans. Quelle est votre position sur ça? D'abord, moi, en tant que mère de famille, je l'attendais. Ensuite, c'est sur la base du volontariat. Et enfin, j'attire l'attention sur une chose dans le déploiement de la politique vaccinale, c'est que l'avis du Conseil scientifique dit la priorité absolue, puisqu'il n'y a pas un nombre extensible, malheureusement, de rendez-vous. La priorité absolue, ce sont les 20% de personnes qui ont plus de 65 ans ou qui ont des facteurs de comorbidité. Et il disait, attention, d'accord pour permettre aux enfants d'accéder au vaccin, mais la priorité, dans le temps, c'est d'abord de vacciner les plus fragiles et ceux qui risquent le plus de faire des formes sévères de la maladie. Vous avez des enfants concernés? J'ai un enfant concerné. Et donc, il va se faire vacciner? Oui, il le souhaite. Il le souhaite lui-même? Oui, bon. Et sinon, évidemment, vous lui auriez peut-être posé la question avant de décider pour lui ou pour elle. Évidemment. Merci Delphine Batho d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI.